C'est la raison pour laquelle le pays n'avance pas. Quand on veut arrêter les gens, on dit que c'est la chasse à la sorcière. Mais on a constaté que en prison, prenons le cas de la prison de Makala, vous allez trouver des gens qui ont fait des années entières juste parce qu'ils ont volé de manque. Les gens ont de la chance parce que je ne suis pas président de la République, parce que je ne suis pas magistrat suprême. J'essaierai à la place du Fachi Beton, puisque lui il a un cœur, un gros cœur. Parfois il voit les choses, il prend son temps, il observe tout ça. Mais moi je vous dis, moins de soupçons tu passes devant la justice. Souvenez-vous, avant même qu'on les traduise en justice, il y avait déjà des voix qui criaient Kamere Mouibi, Kamere ceci, Kamere cela. Donc c'était déjà une tendance. Donc moi je pense que nous devons quitter cette étape-là, ces stades-là, de vouloir toujours enfoncer les gens, quand même que la justice les a blanchis. Pensez-vous que Kamere mériterait ce poste-là à cause que la population congolaise doit s'attendre par rapport à Kamere comme vice-premier ministre et ministre de l'économie? Ce monsieur a une expérience, a une histoire. Tout le monde sait que de notoriété, Kamere était secrétaire général du PPRD et Kamere était par la suite président de l'Assemblée nationale. Et il était ministre de l'Information, je crois. Très heureux de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs. Nous sommes encore là pour le compte de cette émission CEF Politique. Comme vous le savez bien, vous avez l'habitude de nous suivre sur différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons encore décortiquer l'actualité politique en RDC. Gouvernement Sama Lukonde D. Enfin, après plusieurs mois d'attente, le gouvernement est arrivé. Jean-Pierre Bemba Gombo prend la défense. Vital Kamerhe prend l'économie. L'excellence Godard Motemona conserve son poste de vice-ministre de Mines. Et nous allons aussi parler du parti politique En Marche pour les Progrès. Ce parti politique cher à l'excellence Godard Motemona, plusieurs adhésions, mais quels sont les objectifs de ces grands partis politiques et aussi parler des actions de Godard Motemona. Pour décortiquer tout ce que nous vous avions donné comme sujet, nous recevons sur ces plateaux son conseiller. Il s'agit de Jean-Yves Lokoka. Avec lui, nous allons analyser et je pense qu'il sera là pour répondre à nos différentes préoccupations. Bienvenue à vous. Merci. Conseiller Jean-Yves Lokoka, vous avez vu le remaniement qui s'est effectué au niveau du gouvernement de la République. Quels sont vos sentiments après le départ de Gilbert Kabanda à la Défense et l'arrivée de Jean-Pierre Bemba Gombo? Je réitère mes remerciements, mais j'aimerais avant toute chose que mon nom ne soit pas massacré. Je me prénomme Yves Aimé Lokoka, ce n'est pas Jean-Yves. Qu'à cela ne tienne, ça arrive à tout le monde. Okay. Revenant à votre question, j'estime que ce sont des réaménagements qui se font, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui importe, ce n'est pas le nom des gens. Ce qui importe, ce n'est pas l'identité de qui que ce soit. C'est l'apport que tel ou tel autre peut amener au gouvernement. Donc le départ de Kabanda ne signifie pas qu'il a démérité. L'entrée de Jean-Pierre Bemba ne signifie pas non plus qu'il est venu peut-être faire plus que tout le monde. Mais il va donner le meilleur de lui-même et je crois qu'il a la majorité de la population, j'ai essayé de vérifier, est d'accord avec ces réaménagements du gouvernement. Plusieurs personnes attendent de voir peut-être de nouveaux visages et plusieurs personnes qui se disent déçues par le gouvernement Sama 2. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de ce gouvernement réaménagé? Bon, je ne suis pas Sama Lukonde, donc je n'aurai pas certainement la réponse appropriée, mais j'aimerais seulement vous dire que le gouvernement Sama 2 ne peut pas être jugé aujourd'hui parce qu'il n'est qu'à son début. Donc la déception, je ne sais pas si c'est par rapport aux individus ou par rapport à quelques entrées qu'on a connues. On s'est dit que le gouvernement a échoué, la population continue à souffrir. Non, le gouvernement n'a pas échoué. Il y a des résultats. Seulement, le problème du Congo, de la République démocratique du Congo, est tellement profond que pour trouver des solutions, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais il y a quand même des avancées très significatives qu'on peut même énumérer ici. Sur tous les points.
sur tous les points, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur tous les domaines de la vie nationale, il y a des avancées significatives. Seulement, comme je venais de dire tantôt là, les trous étaient tellement profonds que pour le combler, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, il est déjà comblé. Ce qui reste à faire, c'est d'élever maintenant la montagne. Mais le trou qu'on a trouvé est comblé. Rassurez-vous. Le conseiller nous rassure que le trou qu'ils ont trouvé est en train d'être comblé, puisqu'on ne sait pas dire que c'est comblé à 100%. Il y a plusieurs problèmes qui sont en train d'être résolus. Nous allons quand même parler sur ce dossier avant de parler de votre parti politique EMPS, puisque c'est un sujet qui va clôturer cette émission. Aujourd'hui, l'on parle de la révision du contrat sino-congolaise. Êtes-vous de cet avis qu'on devrait revoir ce contrat? Le contrat sino-congolais n'est pas une œuvre divine. C'est une œuvre élaborée par les hommes. Et tant que telle, elle est vouée à des révisions à chaque fois qu'il y a des observations de l'une ou l'autre partie. Je parle de la partie chinoise et de la partie congolaise. Alors, déjà, le contrat lui-même prévoit des amendements à chaque fois qu'il y aura l'une des parties réclamer l'une ou l'autre chose. Et c'est le cas aujourd'hui. La partie congolaise s'est rendue compte que dans ce contrat, elle ne se retrouve pas. Raison pour laquelle elle a souhaité à ce que le contrat soit révisé dans le sens que le peuple congolais retrouve quand même son gain dans ce contrat sino-congolais. Est-ce que s'il y avait des détournements, puisqu'on accuse le régime Kabila d'être à la base de plusieurs détournements, aujourd'hui on a cité le nom de plusieurs hauts cadres comme Martin Kanga, plusieurs cadres du PPRD qui étaient à la base du détournement, pensez-vous qu'il faut le poursuivre ou au nom de la démocratie il faudrait peut-être pardonner? Bon, je ne sais pas quand vous parlez au nom de la démocratie, vous faites allusion à quoi? La démocratie, c'est bel et bien la justice. La démocratie rime bien avec la justice. Moi, j'estime que si vraiment il y a des gens qui ont détourné l'argent du peuple congolais, leur place n'est pas dans les hôtels UP ou alors dans des grands salons, mais leur place, c'est soit devant les juges. Et s'ils sont innocents, on va les relâcher. Mais si quand même on découvre qu'ils ont mis la main dans la poche de l'État, la main dans les sacs de l'État, en tout cas, ils auront leur place bien garnie en prison. Ça sera pas, on ne va pas dire que ce ne sera pas chasse aux sorciers. C'est ce qui se dit toujours dans ce pays. C'est la raison pour laquelle le pays n'avance pas. Quand on veut arrêter les gens, on dit que c'est la chasse à la sorcière. Mais on a constaté qu'en prison, prenons le cas de la prison de Makala, vous allez trouver des gens qui ont fait des années entières juste parce qu'ils ont volé 2 mangues. Ils ont volé 2 mangues. Une maman a étalé ses mangues et puis le garçon est passé, il avait faim, il a volé 2 mangues et les gars se retrouvent en prison, parfois sans procès. Mais les gens qui volent des biens de l'État, des millions de dollars, ils volent en termes de millions. Ils n'ont même pas pitié de ce peuple. Vous imaginez un peuple qui croupit dans la misère comme ça, il attend à travers la presse, à travers les médias, que telle ou telle autre personne a volé des millions. Des millions, et puis en dollars. Vous estimez que des gens comme ça, pour des raisons politiques ou pour des raisons de crispations politiques, on doit les laisser? Parce que si on les poursuivait, on crierait à la chasse à la sorcière. Donc je ne pense pas qu'on doit voir les choses de cette façon-là. Moi, ce qui me concerne personnellement, et je crois que ces gens ont de la chance parce que je ne suis pas président de la République, parce que je ne suis pas magistrat suprême. Je serai à la place de Fachi Béton, puisque lui, il a un gros cœur. Hein. Parfois, il voit les choses, il prend son temps, il observe, tout ça. Mais moi, je vous dis, moins de soupçons, tu passes devant la justice. Il revient à la justice de vous blanchir. Et puis si moi, président de la République, je constate que la justice ne vous a pas blanchi de façon régulière, c'est-à-dire il y a eu corruption, tout ça, vous-même les juges là, vous prenez la place de celui qui devait être en prison. C'est dans ce sens-là que ce pays va marcher. Je ne le dis pas parce que je veux qu'on introduise la dictature dans ce pays, non pas. Mais j'aimerais que l'état des droits dont on rêve
règne vraiment dans ce pays. Que l'état de droit règne dans ce pays pour que chacun soit à sa place. Les voleurs en prison, les saints à l'église et les autres là où ils peuvent se retrouver. Vous parlez des saints à l'église, de voleurs à la prison, mais il y a de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, avec ces remaniements du gouvernement, on recouvre ceux qui ont été accusés d'avoir détourné, par exemple, le projet de 100 jours, c'est retrouvé aujourd'hui dans le gouvernement. Que dites-vous de l'arrivée de Vital Kamerhe au ministère de l'économie? Est-ce un changement? À quoi est-ce que la population congolaise doit s'attendre? Bon, tout le monde a suivi le procès Kamerhe. C'était radio-télévisé, radio-diffusé et télévisé. Alors, dans un premier temps, il a été condamné. Il a été condamné et il a été en appel. Et en appel, on s'est rendu compte qu'il a été innocenté. Je me demande si la justice a bien fait son travail. Mais seulement si je fais confiance en cette justice, je me dis, quand on veut t'innocenter, ou bien tu es déjà innocenté, donc personne d'autre peut dire que tu es coupable, puisque c'est la justice qui blanchit. C'est aussi la justice qui noircit. Dans les cas d'espèce, la justice a blanchi Kamerhe. On ne peut rien. Quelqu'un d'autre ne peut pas dire que non, même si la justice l'a blanchi, nous, à notre côté, on le noircit. Sur base de quoi? Celui qui estime que la justice n'est pas bien faite, n'est pas bien dite, il n'a qu'à, comment on dit, il n'a qu'à rester en justice contre Kamerhe et puis on verra la suite. Mais pour le moment, il est innocent. Souvenez-vous, avant même qu'on les traduise en justice, il y avait déjà des voix qui criaient Kamerhe Mouyibi, Kamerhe ceci, Kamerhe cela. Donc c'était déjà une potence. Donc moi je pense que nous devons quitter cette étape-là, ces stades-là, de vouloir toujours enfoncer les gens, quand même que la justice les a blanchis. Je ne dis pas que Kamerhe est l'homme le plus bon de ce monde, je ne le dis pas. Mais néanmoins, je fais confiance à la justice qui l'a blanchi, et tant que tel, il est devenu un citoyen crédible, raison pour laquelle il a été nommé au sein du gouvernement. Le ministère de l'économie, c'est un ministère quand même pour moi au sein d'un gouvernement et surtout pour la vitalité de toute une nation. Pensez-vous que Kamerhe mériterait ce poste-là? À quoi est-ce que la population congolaise doit s'attendre par rapport à Kamerhe comme vice-premier ministre et ministre de l'économie? Nonobstant cette tache noire de la justice dont on parle en ce qui concerne Vital Kamerhe, mais quand même, ce monsieur a une expérience, a une histoire. Tout le monde sait que de notoriété, Kamerhe était secrétaire général du PPRD et Kamerhe était par la suite président de l'Assemblée nationale. Et il était ministre de l'information, je crois. Il a créé son parti UNC. Et finalement, il était directeur de cabinet du chef de l'État. Si vous voyez dans son parcours-là, d'abord, il était secrétaire général du PPRD. Allez au PPRD, poser la question des gens du PPRD, de tous les secrétaires généraux qui se sont succédés, lequel est le meilleur. Allez au PPRD, je parle bien du PPRD. Tout celui qui a un bon sens vous dira que Kamerhe est le meilleur. Pour quelle raison, je ne sais pas trop. Nous entendons parler. Il était à l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu comme président de l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu la gestion de l'Assemblée nationale, la conduite des débats. Il n'y a pas match. Kamerhe n'a pas de pareil. Il n'y a pas mieux que Kamerhe en termes de conduite des débats, en termes de gestion de l'Assemblée nationale. Kamerhe était de la mouvance présidentielle à l'époque. Souvenez-vous-en. Mais Kamerhe a donné la parole à l'opposition. Kamerhe était aimé même à l'opposition plus que les gens du pouvoir. Souvenez-vous quand on l'avait éjecté, les gens de l'opposition l'avaient soutenu. Parce que Kamerhe a donné la parole à l'opposition. Kamerhe a géré l'Assemblée nationale convenablement. Idem au ministère de l'Information. Idem quand il a créé son parti. Il a engagé beaucoup de voix. Et puis on a constaté que Kamerhe a occupé une place de choix dans la sphère politique. Donc c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. En ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. Et quand il était directeur des cabinets du chef de l'État, Kamerhe a bouché pas mal de trous.
il a voulu à ce que les dépenses de l'État soient rationalisées. C'est ce qui a été fait. Et il a connu beaucoup de problèmes à cause de ça, raison pour laquelle il a été même conduit en justice. C'est ce que je peux dire à ce stade ici. Moi, j'estime que Kamere a tous les atouts pour occuper cette fonction de ministre, de vice-premier ministre et ministre de l'économie. Avec tout ce qu'il y a comme réalité, la population congolaise est en train de souffrir. Il y a inflation de notre monnaie. Si vous étiez son conseiller, quel serait le meilleur conseil à lui donner pour qu'il puisse changer la situation de notre économie? Bon, je sais qu'en tant que VPM en charge de l'économie, il va coordonner la commission interministérielle, je crois, on qualifie ça économico-financière, je crois. Je crois qu'il va présider ça. Au cours de ces différentes réunions, il pourra donner du sien pour que l'économie du pays marche réellement. Mais en ce qui concerne le taux de change dont on vient de parler, ce n'est pas directement le ministre de l'économie qui s'en occupe, c'est le ministre des Finances. C'est le ministre des Finances qui s'occupe de ce genre d'histoire. Et pas seulement le ministre des Finances, et en premier plan, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Donc j'estime que la Banque centrale doit fournir d'amples efforts pour que la monnaie redevienne forte. Puisqu'apparemment, si la monnaie devient fragile, telle qu'on le constate actuellement, les prix au marché aussi grimpent. Quand les prix grimpent, la misère s'accentue. Raison pour laquelle, moi personnellement, je recommande à ce qu'une réunion se fasse directement sous le leadership de Kamere, entre lui-même qui préside, puis le ministre des Finances, le vice-ministre de l'économie qui va représenter son ministère, madame la ministre plutôt madame la gouverneure de la Banque centrale, et tous ceux qui sont liés à cette histoire. Pourquoi pas associer aussi la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, pour qu'on trouve quand même une solution à cette histoire. Moi, j'ai l'impression que les gens c'est complet de ce que la monnaie puisse se fragiliser davantage, alors que cet état de choses risque de créer des ennuis, puisque ça crée déjà des ennuis. Alors, le conseil que je peux prodiguer en ce net moment est que le gouvernement prenne les choses à bras-le-corps pour que la monnaie reprenne sa place et qu'elle redevienne forte comme c'était à une certaine époque. Nous allons cette fois-là parler sur... on a dit, nous avons suivi quand même des réactions après la sortie du gouvernement, la représentativité de la femme. Cette fois-là, la femme ne s'est pas mieux représentée. Plusieurs femmes ont réclamé, on est pendant le mois accordé à la femme congolaise et à la femme du monde entier. Monsieur Yves, quel est votre constat? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas assez de femmes au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez demander à la femme congolaise ou au chef de l'État qui a le pouvoir de nommer? Bon, je suis très mal placé pour parler de la femme. D'abord parce que j'aime beaucoup nos mamans, je les aime beaucoup. Elles ont une place prépondérante dans mon cœur. Je n'aimerais pas parler en mal en termes de représentativité des femmes au sein du gouvernement. Seulement, j'aimerais vous dire ceci. La composition du gouvernement le gouvernement peut comprendre uniquement des femmes. Moi, ça importera peu chez moi. Le gouvernement peut aussi comporter uniquement des hommes. Ça importera peu chez moi. Ce qui compte, ce n'est pas le genre, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas ça qui compte. On peut avoir les femmes, on peut avoir les hommes, mais ce qui compte, c'est trois choses. Premièrement, la compétence. Deuxièmement, la moralité. Et troisièmement, l'expérience. Moi, les histoires là des genres, des sexes, ça importe que trop peu. Ça n'importe que trop peu. Donc aujourd'hui, on peut bien faire confiance à la femme et la femme peut occuper même la primature. Pour vous, ça serait normal. Et c'est un conseil peut-être que vous pouvez donner le jour à venir. Pourquoi pas avoir une femme à la tête du gouvernement? La femme peut occuper n'importe quel poste dans ce pays. Président de la République, Premier ministre, ministre, VPM, général, pilote, enseignante. La femme peut occuper n'importe quel
postes. Mais moi, mon problème, ce n'est pas que la femme occupe tel ou tel autre poste parce qu'elle est femme. J'aimerais que la femme occupe des postes parce qu'elle est compétente, elle a l'expérience et puis elle a la moralité. C'est tout ce qui compte. Les restes, moi, comme je viens de dire, les restes n'importe que très peu chez moi. Moi, les histoires des gens, je me répète, en tout cas, je ne fais pas trop cas de ça. Ça ne m'intéresse pas trop. Nous allons parler sur la proposition de loi Tchani. La congolité, comme on le dit, on entend de partout les gens dire, il y a ceux qui soutiennent cette proposition de loi, il y a les autres qui sont contre cette proposition de loi. Monsieur Yves Lokoka, quel est votre point de vue? Vous appuyez la loi Noël Tchani ou pas? D'abord, il n'y a même pas une loi qui s'appelle Noël Tchani. Il n'est pas député. Oui, il ne peut même pas proposer de loi, il n'est pas député. Mais néanmoins, c'est un débat qui est pendant. La loi est portée par voilà. Le député, voilà. J'aimerais qu'on dise loi Nsingi Poulolo. Puisque d'abord, il semblerait, j'ai dit ça au conditionnel, que Tchani est américain. Je me demande pourquoi un Américain doit s'ingérer dans les histoires congolaises. Mais si ce n'est pas le cas, s'il est congolais, donc il peut apporter aussi sa voix dans les débats nationaux. Alors, le débat qu'il a apporté, c'est le débat en termes de congolité, de fait être de père et de mère. Je vais peut-être décevoir beaucoup de Congolais, je ne sais pas trop. Vous êtes de père et de mère? Je suis de père, de mère et des ancêtres. Allons-y. Ok, j'estime que ce débat ne vaut pas la peine d'être mis sur la place publique. Pourquoi je le dis? Je venais de dire tantôt que ce qui importe chez moi, c'est l'expérience, c'est la moralité et la compétence. Vous estimez que quelqu'un qui est né d'un papa malien, d'une maman congolaise, ne peut pas être compétent, ne peut pas être d'une certaine moralité, bonne moralité j'allais dire, ne peut pas avoir une certaine expérience? Je veux m'inspirer un peu de l'exemple qu'avait donné une fois un politicien que j'aime beaucoup, Thomas Louaka. Il avait donné un exemple. Il dit, lui n'a même pas dit des pères congolais et des mères congolaises et des mères étrangères. Il n'a même pas dit ça. Il dit vraiment, un enfant qui est né à Kinshasa, des parents maliens ou des parents sénégalais, mais né à Kinshasa, à Barumbu, puisqu'ils sont souvent, les Ndingari sont souvent à Barumbu. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. On l'a même surnommé, comme on aime bien à Kinshasa ici, il y a des Ringo, il y a des Pecos, il y a des noms comme ça. On lui a collé ses prénoms. Il a joué dans des terrains de football que nous connaissons à pieds nus. Il a étudié dans nos écoles. Il parle lingala plus que toutes les autres langues du Sénégal ou du Mali d'où ses parents sont originaires. Quand les léopards jouent avec une autre équipe, il soutient les léopards. Quand les léopards perdent, il n'a pas d'appétit. Il ne mange pas. Comme un vrai Congolais, puisqu'il est né là. Vraiment, un tel gars, vous voulez le comparer à un Congolais né de père congolais, de mère congolaise. À 5 ans, il quitte le pays, il va à Londres, il va au Canada, il va, c'est pas moi où. Il a la mentalité de l'autre bord de la mer. Il revient ici à 50 ans. Vous dites que celui-là, il vaut plus que les Maliens. Je ne dis pas que le Malien est congolais. Mais si le Malien accepte de devenir congolais parce qu'il a grandi ici, il a vécu ici, il a ses intérêts ici. Il veut devenir congolais. Il mène des démarches, on lui accorde la nationalité congolaise. Vous estimez que ce Malien ou ce Sénégalais est moins congolais que le Congolais de père et de mère qui n'a pas de mentalité congolaise, qui n'a rien de compréhension des affaires congolaises? J'estime que c'est injuste. C'est vraiment injuste cette histoire de congolité, c'est vraiment injuste. Je sais que c'est lié à tout ce qui se passe à l'est du pays. Les Rwandais veulent devenir congolais par la force et les Congolais ont rage de cela, raison pour laquelle ils estiment que la loi Tchani vaut la peine. Mais moi personnellement, en tout cas, je sais que j'ai déçu beaucoup de gens, même
Ne voyez pas seulement les sentiments, voyez un peu la rationalité. Est-ce que ce que je suis en train d'avancer comme argument ici ne vaut pas la peine? Les cas là des Sénégalais qui ont vécu ici et les cas des Congolais qui ont vécu en étranger, qui va vraiment aider ce pays? Mais on dit, il est né ici, oui, il peut être Premier ministre, il peut être député, sénateur, mais pas occuper le poste comme président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, président de la République. Ce sont des postes clés quand même qui engagent le pays dans le haut niveau. Est-ce que la loi est discriminative? La loi est toujours ça discrimine toujours. Pourquoi je le dis? Parce que si je vois ce qui se passe sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, il y a eu Barack Obama qui est des pères africains, des mères américaines. Mais Barack Obama a dirigé les États-Unis. Il est parmi les meilleurs présidents des États-Unis, Barack Obama. Je vis en France. Il y a eu Sarkozy qui est d'origine hongroise. Vous n'allez pas me dire que Sarkozy a mal dirigé la France. Et les exemples sont légion. Pourquoi nous voulons en faire un problème tabou? Qui vous dit qu'un Congolais de père et de mère gérerait mieux le Congo qu'un Congolais à moitié à des parents à moitié congolais? Comme on dit, demi-Dakar. Demi-Dakar, comme on dit. Qui vous dit que celui qui est à 100% congolais va bien gérer que celui à... Je prends le cas aussi pour parler de l'Afrique. Je prends le cas de Côte d'Ivoire. Ça crée même des ennuis, ça crée des guerres là-bas, cette histoire d'ivoirité qu'on veut importer ici pour parler de congolité. L'actuel président, avant de devenir président, il était premier ministre de l'ancien président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Tout le monde est d'accord, converge les points de vue pour dire que c'est le meilleur Premier ministre que le Côte d'Ivoire ait connu. Maintenant, il est président de la République. Posez la question aux Ivoiriens, on va vous dire qu'il travaille mieux que les autres Ivoiriens qui ont été présidents de la République, qui l'ont précédé. Alors, vous voyez que cette histoire de congolité, on dit qu'il n'est pas de père et de mère, il serait de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale de quel pays encore là? Burkina Faso. Donc, j'estime que c'est une fausse problématique. La bonne problématique, je reviens, c'est une triptyque. Triptyque qui consiste à avoir une bonne moralité, une expérience et une compétence. Les restes importent peu, sont des histoires qui laissent dormir debout. Excusez, ce que je suis en train de dire ici, c'est une conviction. Et c'est un point de vue personnel. Ça n'engage que moi. Vraiment, ça n'engage que moi. J'ai réfléchi là-dessus. J'estime que ça ne vaut pas la peine de parler d'histoire de congolité. Moi, c'est ce qui est... je voulais parler des autres Congolais qui ne sont pas du tout des pères et des mères, puisque j'ai parlé de la France, j'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé même de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas parlé du Congo. Si vous citez les bons premiers ministres qui sont passés, qui se sont succédés dans ce pays, vous allez citer Kengo Adon. Vous allez les citer. Si vous citez les bons présidents des Sénats dans ce pays, vous allez citer aussi Kengo Adon. Il semble qu'il n'est pas des pères et des mères. Hein? Si vous citez les bons opérateurs économiques qu'on a connus dans ce pays, vous allez citer Jeannot Bemba Saolona. Et les exemples sont légion. Pourquoi vous voulez toujours vous attarder à des histoires qui, aujourd'hui là... Vous accusez-vous l'union sacrée? On accuse l'union sacrée d'être à la base de cette cacophonie. On accuse l'union sacrée d'être à la base de cette proposition de loi pour nuire à la candidature de Moïse Katumbi. Je pense que vous n'allez pas quand même nier, puisqu'aujourd'hui, la proposition de cette loi dit Tsingi ou Noël Tchani est portée par l'union sacrée à l'entremise de Roger Tsingi. Allez poser la question à Roger Tsingi, à l'honorable Roger Tsingi. Il vous dira que c'est l'union sacrée qui a mis un terme à cette loi et ça ne passera pas. C'est l'union sacrée. Et c'est le chef de l'État lui-même, au cours d'une interview, il a dit que ce sont des histoires dépassées. Lui-même a dit ça. Donc je pense que les gens sont toujours rétrogrades. Hein? Ils ont toujours des idées rétrogrades. Donc ils veulent toujours revenir à des histoires de congolité, des pères et des mères, des histoires qui n'ont même pas de sens. Moi j'estime, on peut placer n'importe... Aux États-Unis, le meilleur
ministre de la Défense des États-Unis. C'est un noir. Il fut un noir. Le général, le nom m'échappe encore, comment il s'appelle. Le général, là, le noir, là, c'est le meilleur ministre de la Défense. Et vous savez que les Noirs ne sont pas originaires des États-Unis. Ce sont des gens ce sont des Africains qui ont été déportés et ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient même pas de droits civils et politiques. C'est après maintes revendications, maintenant ils ont ces droits-là. Ils peuvent postuler, ils peuvent devenir président de la République, ils peuvent devenir ça et là. Mais ces gens-là aujourd'hui, là, ils reconnaissent que les Noirs font beaucoup de bonnes choses aux États-Unis. Le meilleur boxeur aux États-Unis, c'est Mohamed Ali. Je peux citer aussi Mike Tyson. Le meilleur musicien aux États-Unis, c'est Michael Jackson, un autre noir. Donc, l'origine, vraiment, c'est pas un critère. C'est subjectif. C'est vraiment subjectif. Nous allons parler du EMP, le parti cher à l'excellence Godard Motemona. On entend parler que vous êtes le secrétaire général. Vous confirmez cette hypothèse? Oh là là, c'est tout le monde qui m'appelle comme ça. Je ne suis pas secrétaire général. Pour être secrétaire général du parti EMP, il faut être nommé. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas un acte qui me nomme comme secrétaire général. Seulement, je me donne corps et âme pour ce parti politique parce que je le porte dans mon cœur. C'est un parti que j'aime parce que je suis parmi les gens qui ont vu ce parti naître. Je suis parmi les gens qui ont mis le Pampers, qui ont habillé ce parti du Pampers. Donc, je fais partie du collège des fondateurs. Et j'aime ce parti. Le parti politique EMP n'a même pas une année. Mais déjà, quand on suit vos discours, c'est comme si vous avez 10 ans d'existence. Déjà, quand on suit vos déterminations par rapport même aux élections, vous parlez d'avoir plus de 30-50 députés, comme si vous avez déjà 50 ans. Or, il y a plusieurs partis qui sont ici, qui n'ont même pas un député, mais par rapport à leur âge, ils sont plus âgés que vous. C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base de cette grande détermination de MP? Bon, j'estime que c'est un problème d'approche. C'est vraiment un problème d'approche. Il y a des partis qui naissent, on les qualifie même de partis mallettes. Des partis mallettes qui n'ont d'existence que de nom. Vous voyez le président qui s'appelle XY, mais ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de membres, ils n'ont rien. Il y a aussi des partis qui ont quand même des sièges, ils ont des membres, mais ils n'ont pas de bonnes stratégies. Les bonnes stratégies le manquent, c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à émerger. Nous n'avons pas émergé au sens parlementaire du terme. C'est-à-dire quoi? On n'a pas encore participé à une seule élection dans ce pays, donc on n'a pas de députés. Mais on va voir au cours des élections qui viennent comment nous allons nous déployer sur le terrain et nous allons vraiment avoir des députés et nous allons occuper une place de choix dans la sphère politique et dans la sphère décisionnelle de ce pays. Parce que nous avons une approche que le Congolais aime, c'est-à-dire nous sommes proches de la population. Non seulement nous sommes proches de la population à travers nos actions, puisque avant que ce parti ne naisse, En Marche pour le Progrès, son initiateur, son Excellence Godard Motemona, avait créé une fondation. Et cette fondation a fait ses preuves. Cette fondation a beaucoup aidé les gens. Et de partout, on suivait nos actions. À travers la fondation Godard Motemona, les gens nous suivaient. Les gens voyaient comment nous étions... Nous avons une certaine solidarité humaine en aidant les autres dans leurs difficultés. Raison pour laquelle, quand on a vu tous ces bienfaits, on nous a fait pression. On a fait pression à l'excellence Godard Motemona pour qu'il crée son parti politique parce qu'il n'avait pas de voix dans la sphère politique. Mais avec un parti politique, il peut parler. Il peut donner du sien, il peut donner de la voix dans les débats nationaux. Raison pour laquelle on nous a fait pression et nous avons obtempéré, j'utilise ce terme-là, ce verbe, nous avons obtempéré au mot d'ordre de la population. La population nous a donné un mot d'ordre et on a obtempéré à ce mot d'ordre. Je vous pose cette question. Les partis, bien sûr. Vous avez obtempéré. Est-ce que Godard Motemona n'a pas créé ce parti puisqu'il n'avait plus de position? Il a quitté le PPRD pour aller à l'Union sacrée pour se faire une santé politique. Est-ce que Godard Motemona n'a pas créé ce parti suite à son égoïsme puisqu'il se disait si j'ai resté au PPRD, je n'aurais pas de position?
Bon, Godard Montemona n'a jamais été égoïste. C'est un altruiste. Moi-même, je me demande comment il vit. Mais quand il me dit les principes de sa vie, je comprends tout de suite comment Dieu est en train de le bénir. Parce que lui, il me dit tout le temps que quand il prête aux pauvres, plutôt quand il donne aux pauvres, il prête à Jésus. C'est ce qu'il me dit tout le temps. Yves, tu dois donner aux pauvres. Yves, tu dois donner aux pauvres. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Jésus. Et quand Jésus a ta dette, tu imagines, il va payer avec quel intérêt? Alors, moi, j'estime que Godard Montemona n'a que faire avec des partis politiques où, pour s'exprimer, il faut entrer dans des loges, il faut être connecté à telle personne. Donc, on ne sait pas s'exprimer. Il a préféré avoir un parti politique où il va s'exprimer. Il va laisser aussi la parole aux autres. Les autres aussi vont s'exprimer. Moi, je m'exprime. Les autres s'expriment. C'est un parti démocratique. Contrairement à d'autres partis où on a œuvré pour prendre la parole, seulement prendre la parole. Soit vous êtes branché à une personne ou une personnalité, sinon vous n'avez pas de parole. Et ça, la population risque de croire que vous ne parlez pas en son nom ou alors vous ne le défendez pas. Vous ne la défendez pas, mais en réalité, c'est là où vous êtes qu'on ne vous donne pas la parole. Donc vous voulez dire que chez vous, à EMP, il n'y a pas question de caciques, il n'y a pas question de pire petits, il n'y a pas question de les enfants d'abord, puisqu'aujourd'hui, on les sent au sein des différents partis politiques. Il y a ceux qui se battent, mais au moment de partage de postes, ce sont des enfants d'abord, les copines, les ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, EMP, on peut dire que c'est un parti qui vient pour changer la mentalité des dirigeants congolais? Non, d'abord, nous avons la chance d'avoir Godard Montemona comme initiateur de ce parti. Parce qu'on l'a vu à l'œuvre à travers sa fondation, la fondation qui porte son nom. Excellence Godard Montemona, déjà à partir de sa fondation, il a pris beaucoup de gens, il les a embauchés. Et parmi ces gens-là, enfin tous ces gens-là, aucun, je dis bien aucun, n'est membre de sa famille. Je dis bien aucun. Ça commence même à susciter une certaine jalousie dans sa famille. Parce qu'on s'est dit, c'est notre frère. Mais pourquoi il donne l'emploi aux autres? Mais lui, il répond toujours tel que je venais de dire. Je donne le travail aux gens qui sont compétents, aux gens qui ont de l'expérience et aux gens qui ont de la moralité. Il finit par ajouter les gens qui ont la loyauté. Vous ne me direz pas que dans sa famille, il n'y a pas de gens qui remplissent ces critères. Seulement, il ne veut pas donner l'impression qu'il fait du clientélisme. Il ne veut pas donner l'impression que ce qu'il fait, c'est pour sa famille. Comme on voit ailleurs, il a été candidat à député national. Nous avons vu les autres prendre leurs frères, leurs enfants comme suppléants. Chose que Godard Montemona n'a pas fait. Il a été candidat au législatif national. Son suppléant, c'est Madame Compagnie, qui n'est pas membre de sa famille. Il a été aussi, il a postulé aussi, il a brigué la députation provinciale. Son suppléant, c'est Madame, vous voyez, il n'a mis que de dames. Hein. Sa première suppléante, c'était ça viendra. Ça viendra, oui. Ça viendra. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Quoi, le nom viendra, ne vous en faites pas. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que Godard Montemona, c'est parmi quand même les personnes qui changent la mentalité et que pas Fogomo, EMP serait un parti modèle pour les autres. D'abord, le nom qui m'avait échappé, c'était ma madame Hélène Batagabiswa. Je m'en excuse vraiment, je l'aime beaucoup, elle le sait. Le nom seulement a échappé. Nous allons faire la différence, croyez-moi. Nous allons faire la différence parce que nous avons de bons hommes à la tête du parti et les hommes qui ont compris la philosophie, l'idéologie de son excellence, Godard Montemona. Vous avez parlé des actions. Vous avez dit que Godard Montemona est un homme social. Il a réalisé plusieurs actions. Nous avons même vu, le dimanche dernier, il a inauguré une grotte ici à Kingabois. La question qu'on se pose, est-ce qu'il le fait seulement pour amadouer, pour gagner la confiance, ou il le fait réellement par amour? Et pourquoi Godard Montemona continue à manifester cette envie-là de servir la population malgré tout ce qu'on attend de lui?
Goda Motemona a une base. Goda Motemona a vraiment une base. Donc il n'a plus rien à démontrer. Il est fait par amour et par le principe selon lequel, quand on donne aux pauvres, on prête à Jésus. C'est ça son secret. Il ne le fait pas pour des raisons électoralistes. Sinon, il le ferait seulement à la veille des élections. Une fois élu, le lendemain, il recommence avec ses actions sociales. Ici, il met un forage. Là-bas, il finance la construction d'une grotte. De l'autre côté, il finance l'équipement des intrants pour les diabétiques à l'hôpital Saint-Joseph. De notre côté, il dote des écoles des bancs, des kits contre la maladie de Covid-19. Donc, il a fait beaucoup. Il y a une prime, pas une prime, comment on appelle ça, il y a une bourse Goda Motemona qui donne aux lauréats de 6e année, actuellement, comment on qualifie ça, les finalistes de l'école secondaire, ils donnent la bourse pour l'université, les études universitaires. Il est fait sans idées électoralistes. Vraiment, il est fait avec son cœur parce que, je me répète, pour lui, quand il donne aux pauvres, il prête à Jésus. Rien que ça. Comment se porte l'implantation du RMP aujourd'hui en RDC? Est-ce qu'on peut se dire que vous avez déjà atteint le seuil ou vous êtes en plein chemin? Est-ce que le membre adhère par rapport à la philosophie ou il suit seulement le nom de Goda Motemona? Je peux dire les deux. Le nom de son Excellence Goda Motemona est très crédible. Je dis bien très crédible. Je peux vous dire, et vous allez vérifier. Vous voyez ce que vous appelez Souciat là. Je ne sais pas à l'époque on l'appelait comment. Depuis l'existence de la police dans ce pays, à une époque gendarmerie, et puis on est revenu avec la police. Goda Motemona n'a pas mis ses pieds dans les geôles de la police depuis qu'il est né. Souciat, il n'a jamais mis ses pieds là-bas. C'est un homme qui a des mains propres. On a arrêté des gens qui sont en train de voler les deniers publics, tout ça. Lui, son nom n'est même pas cité. Je dis même pas cité. Donc c'est un homme qui a des mains propres. Donc il a un nom crédible, un nom qui inspire confiance. Au-delà de son nom et de sa personne, nous avons aussi une philosophie. Une philosophie qui enchante la population. La population aime notre philosophie. Nous sommes proches d'elle. Nous faisons la pyramide renversée, c'est-à-dire c'est la population qui est notre chef et nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas comme les autres, quand vous êtes député, quand vous êtes ministre, quand vous êtes XY, c'est vous le chef du peuple. Mais nous, c'est l'inverse. C'est le peuple qui est notre chef. Pourquoi nous le disons? Parce que nous savons que celui qui donne de l'emploi est le chef, est le patron. Celui qui demande l'emploi, c'est celui-là qui est le travailleur, c'est celui-là qui est l'employé. Mais nous constatons que lors de la campagne électorale, ce sont les candidats qui viennent vers le peuple pour demander l'emploi. Et quand vous demandez l'emploi, vous devenez employé. Mais c'est le peuple qui est employeur. Le peuple qui vous emploie, il vous paye très bien. Mais vous vous considérez comme des chefs, comme des patrons. Chose que nous ne voulons pas au sein de notre parti politique. Vous voulez les termes, vous savez que les termes comme cadre du parti, Excellence Goda Motemona ne veut même pas entendre ça de ses oreilles. Il n'y a pas de cadre du parti, il n'y a pas de haut cadre du parti, il n'y a que membres du parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais quel est le message que vous pouvez aujourd'hui lancer à la population congolaise qui nous a suivis? D'abord, je demande au peuple congolais de tenir bon et de faire confiance au gouvernement qui vient d'être réaménagé. Je crois que les choses iront de mieux en mieux. Vous savez, le pays vient de très loin. J'avais dit au courant de cette émission que le trou était très très profond. Mais au moment où je vous parle, le trou est comblé. Mais on ne le sent pas parce que le trou était profond. Tout ce que nous sommes en train de faire pour le moment, nous élevons maintenant la montagne. Vous allez vous rendre compte sous peu que les choses iront de mieux en mieux, je me répète. Et puis en plus de ça, je vous demande de faire confiance aux partis politiques du peuple, le vrai parti du peuple, En Marche pour le Progrès. Faites confiance à ces partis,
faites confiance à son initiateur et faites confiance en vous-même. Les choses, vous allez vous rendre compte que les choses iront davantage à votre faveur. Un grand merci à vous, Monsieur Yves Lokoka. Nous rappelons que vous êtes conseiller de l'Excellence Godard Motemona. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Cette émission, vous allez suivre sur différentes plateformes. Nous sommes toujours là à votre disposition. Vous avez un mot à dire? Ouais, je voulais faire un clin d'œil à une dame que j'aime bien. Elle s'appelle Dizzy Mampouya. Vraiment, là où elle est, je lui fais un coucou. Et puis, j'en profite pour faire le même clin d'œil à Madame Ine Merlins Lokoka, à tous mes enfants, Ebenezer Lokoka, Eliezer Lokoka, Keren Lokoka et Carmel Lokoka. Merci. Voilà, merci à vous tous. Nous vous souhaitons une bonne suite du programme sur votre chaîne. Le pays, c'est la raison pour laquelle le pays n'avance pas. Quand on veut arrêter les gens, on dit que c'est la chasse à la sorcière. Mais on a constaté que en prison, prenons le cas de la prison de Makala, vous allez trouver des gens qui ont fait des années entières juste parce qu'ils ont volé de manque. Les gens ont de la chance parce que je ne suis pas président de la République, parce que je ne suis pas magistrat suprême. J'essaierai à la place de Fachi Beton, puisque lui, il a un cœur, un gros cœur. Hein. Parfois, il voit les choses, il prend son temps, il observe tout ça. Mais moi, je vous dis, moins de soupçons, tu passes devant la justice. Souvenez-vous, avant même qu'on les traduise en justice, il y avait déjà des voix qui criaient « Kamere Mouibi, Kamere ceci, Kamere cela ». Donc c'était déjà une tendance. Donc moi je pense que nous devons quitter cette étape-là, ces stades-là, de vouloir toujours enfoncer les gens, quand même que la justice les a blanchis. Pensez-vous que Kamere mériterait ce poste-là à cause que la population congolaise doit s'attendre par rapport à Kamere comme vice-premier ministre et ministre de l'économie? Ce monsieur a une expérience, a une histoire. Tout le monde sait que de notoriété, Kamere était secrétaire général du PPRD et Kamere était par la suite président de l'Assemblée nationale. Et il était ministre de l'information, je crois.